Donc, bonjour. Attendez, attends, j'ai pas activé mon son. Bonjour, enfin bonsoir tout le monde. C'est 5h d'ici 6h, bonsoir, salut. Donc, on va faire le cours sur les marqueurs tumoraux. Vous êtes là? Oui, Oui, bonsoir. Attendez, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, le cours est visible. Oui, c'est visible. Voilà, j'ai pas fait le. Je préfère vous expliquer directement sur le PDF parce que la diapo elle est vraiment très longue. Donc, tellement on n'a pas assez de temps et on a beaucoup de cours à faire. Donc, l'idéal c'est d'expliquer directement le support. Ce sera plus facile pour vous. Ou bien vous préférez. La diapo elle est vraiment longue. Donc là, le cours il est plus résumé. Donc, je préfère travailler sur ça. Donc là, déjà, vous avez deux parties. Normalement, le cours, vous avez deux parties. Il y a la cancérogénèse. Attendez. Donc, il y a le cours sur la cancérogénèse. Voilà. Mais ce cours, généralement, je le passe rapidement parce que c'est censé être fait quelque part, je crois, non? C'est-à-dire, soit on en a pas. Juste, vous avez fait, c'est-à-dire le développement, la cellule cancéreuse, Oui, on en a ça. Voilà. Donc là, je vais juste expliquer ce qui est du côté vraiment purement biochimique. Donc, le cancer, comme vous savez, se caractérise par l'émergence d'un clan cellulaire qui est devenu plus sensible ou insensible au mécanisme d'homéostasie cellulaire. Donc, ayant acquis une capacité de prolifération indéfinie. C'est ça, donc, la définition d'une cellule cancéreuse. Donc là, la cellule cancéreuse, donc c'est une cellule différenciée qui possède la capacité de prolifération illimitée. Donc, elle est caractérisée par l'insensibilité vis-à-vis des signaux externes, les signaux de régulation. C'est pour ça, donc, elle est insensible aux signaux, par exemple, de déclenchement d'apoptose. Elle est caractérisée par le système prolifératif qui est différent et par les antiprolifératifs, donc c'est-à-dire comme des signaux apoptotiques. Donc, elle est insensible aux signaux apoptotiques. Donc, cette anarchie confère à la cellule cancéreuse, des fois, la facilité c'est-à-dire, c'est-à-dire de dominer l'environnement tissulaire et de gagner l'environnement tissulaire par rapport à la cellule normale. Ce qui lui permet de faire ça, c'est, je ne sais pas ce qu'on vous a parlé, de l'effet Warburg. Vous avez entendu déjà de cet effet? non. Donc, cet effet Warburg, c'est que pourquoi, par exemple, dans un environnement tissulaire, donc la cellule tumorale, donc la croissance, elle est plus favorisée par rapport à la cellule normale. C'est par rapport à cet effet métabolique. C'est quoi? C'est que les cellules cancéreuses, elles préfèrent un métabolisme qui s'appelle un métabolisme anaérobique, alors qu'une cellule normale, elle préfère quel métabolisme? Aérobique. Un métabolisme aérobique qui utilise de l'oxygène et tout. Alors que la cellule cancéreuse, donc, elle, via les voies, parce qu'il y a une mutation dans les voies, c'est un peu détaillé dans les voies de signalisation, donc, elle, c'est-à-dire, préfère une voie anaérobique. Et la voie anaérobique, c'est quoi le résultat? C'est la synthèse de l'acide lactique. Et l'acide lactique, ça donne quoi comme résultat? Une acidité. L'environnement, il est plus acide. Cet environnement plus acide, il est défavorable à la croissance d'une cellule normale. Mais il est supportable par la cellule cancéreuse. D'accord? Et il y a autre chose, donc il y a sur le plan énergétique. Pourquoi on dit par exemple
que la cellule, d'ailleurs, c'est le mécanisme même, le principe des PET scans, même de certaines thérapies, c'est que le PET scan, par exemple, le produit qu'on injecte pour visualiser les endroits, les masses tumorales, c'est du quoi? On injecte quoi? Vous avez fait un peu de radio, je crois, non? C'est un dérivé de glucose. C'est du glucose marqué. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses, elles sont avides. Elles attirent beaucoup de glucose par rapport aux autres cellules. Du coup, dès qu'il y a du glucose dans le PET scan, par exemple, c'est du glucose marqué, donc il est attiré par les cellules cancéreuses et le marquage, il est concentré dans ces endroits-là. Donc, pourquoi les cellules, elles utilisent beaucoup de glucose? Parce que quand on compare un métabolisme anaérobique à un métabolisme aérobique, le métabolisme aérobique, vous avez la voie de la glycolyse, après l'acide lactique, après le lactate, l'acide pyruvique plutôt, le pyruvate. Le pyruvate, il entre dans le cycle de Krebs. Après, c'est la suite de la synthèse jusqu'à la chaîne respiratoire. Et vous avez remarqué que si vous vous rappelez un peu du métabolisme, donc vous avez par exemple une molécule de glucose qui synthétise 38 ATP, mais parmi les 38 ATP, la majorité, elles sont synthétisées dans le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, n'est-ce pas? Donc, la conclusion, c'est que quand une cellule utilise une voie anaérobique, vous avez besoin de beaucoup de glucose pour synthétiser la même quantité d'ATP. C'est pour ça qu'elle utilise beaucoup de glucose. D'ailleurs, même dans les régimes alimentaires d'une personne qui est atteinte de cancer, c'est quoi le régime alimentaire de base? C'est d'éliminer les sucres. C'est d'éliminer les sucres, c'est par rapport à ça. Parce que sans le sucre, la cellule cancéreuse, elle ne peut pas, c'est-à-dire sa croissance, elle est vraiment limitée. Les sucres rapides, d'accord? Donc, c'est vraiment limité parce que son métabolisme est anaérobique. Ce changement de voie, ça s'appelle l'effet Warburg. Donc, il est utilisé dans la cellule cancéreuse elle-même et on profite de cet effet pour l'exploration et même pour la prévention et dans le suivi des traitements. Donc, ça, c'est juste le point qui est un peu particulier. Sinon, je crois, tout ce qui est modification au niveau de cytoplasme, au niveau de la membrane, je pense que vous l'avez vu, au niveau de la napate, je ne sais pas où, de la céto. Les mécanismes de la cancérogénèse, je pense que vous les avez fait aussi. Vous avez Oui. les effets exogènes, carcinogènes, les facteurs de risque et tout. Les mécanismes mutationnels, les gènes, ce qui touche les proto-oncogènes qui se transforment en oncogènes, c'est des mutations au niveau du proto-oncogène, c'est-à-dire c'est des gènes qui étaient inactifs, ils deviennent actifs. D'accord? Les proto-oncogènes, ils vont synthétiser des protéines. Ces protéines, elles favorisent la multiplication, qu'ils étaient avant inactifs. Alors que la mutation des gènes suppresseurs, les gènes suppresseurs, au contraire, ils étaient avant actifs. Avec la mutation, ils deviennent inactifs. Donc, avant, on les appelle gènes suppresseurs des tumeurs parce que ce sont les gènes qui synthétisent les protéines qui favorisent l'apoptose et tout, qui favorisent la régulation du cycle cellulaire. Donc, sur le plan génétique, ce sont les mécanismes qui expliquent la cancérogénèse, plus évidemment des conséquences sur les mutations sur les voies de signalisation qui sont impliquées dans le cancer. Donc là, je pense que ça a été vu. Un autre point important, normalement, ici, c'est pas vraiment la thérapie ciblée, ça, vous allez le revoir tout en oncologie, plutôt en pharmacologie. Un autre petit point pharmacologique, c'est le mécanisme biochimique qui explique les métastases. C'est l'échange donc parmi les mécanismes de métastase, c'est-à-dire c'est la migration cellulaire, mais aussi c'est la transformation des cellules saines en cellules, c'est-à-dire c'est-à-dire la prolifération du clan cellulaire n'est pas juste issue de la même cellule cancéreuse, ça peut aussi être d'origine de la transformation des cellules saines. Comment la cellule saine se transforme? Via des messagers qui sont envoyés par les cellules normales.
c'est quoi ces messagers? C'est grâce à des microARN, des toutes petits ARN, donc qui peuvent entrer dans la cellule saine, la transformer en cellule cancéreuse. D'accord? Donc ça, ce sont les 2 points, je pense chaque année, je les répète parce que j'ai remarqué qu'ils n'ont pas été développés, que ça aide quand même à comprendre certains points, comme je vous ai dit, les examens radiologiques, les régimes alimentaires et tout. Je reviens maintenant à l'exploration. Aux marqueurs tumoraux. Donc, le cancer est une maladie, on a dit, qui est caractérisée comme une maladie grave. Donc, lors de l'exploration, donc on essaye toujours de trouver des marqueurs qui vont, c'est-à-dire améliorer la prise en charge. Donc, un marqueur tumoral, c'est quoi un marqueur tumoral? C'est l'équivalent d'un marqueur biologique, comme par exemple l'exploration du diabète, elle repose sur la glycémie, sur la GPO, sur l'hémoglobine glyquée. Donc là, on a développé des marqueurs aussi qui vont essayer de poser un diagnostic de la tumeur. Donc, les marqueurs tumoraux sont des molécules biochimiques exprimées par la cellule tumorale ou bien par d'autres cellules. Ce n'est pas obligatoirement la cellule tumorale. Donc, en réponse à un cancer ou à certaines affections bénignes, est libéré dans un liquide de l'organisme, soit le sang, soit les urines, soit le liquide d'acide, liquide céphalorachidien, où leur concentration peut être mesurée. Donc, la présence de ces marqueurs molécules détectés par différentes approches va servir d'indicateur de marqueur de la tumeur cancéreuse. Un peu d'histoire, il faut savoir que le premier marqueur tumoral, ça revient vraiment à très longtemps, ça revient à 1848. 1848, c'est la date donc, où Monsieur Henry, donc Benz-Jones, donc, a mis en évidence des molécules au niveau des urines qui augmentent en cas de myélome. D'accord? Vous avez fait, je pense, je ne sais pas ce que vous connaissez, c'est-à-dire le myélome multiple. Oui. Oui, Donc, il est caractérisé par quoi au niveau des urines? Par une élimination des chaînes les chaînes courtes. C'est léger. légères. Voilà. Ouais. Ces chaînes légères, on les appelle les protéines de avant. Maintenant, c'est-à-dire depuis les années 90, on les appelle les chaînes légères. Mais avant, on ne savait pas c'est quoi. On les appelait juste, on sait juste que c'est des protéines, voilà, qui augmentent en cas de myélome multiple. D'ailleurs, on les appelle les protéines de Bence-Jones. Comment on a mis en évidence ces protéines? C'est que quand on met la bandelette, vous savez que les protéineries, on peut détecter par une analyse qualitative la présence, ou bien semi-qualitative, la présence des protéines au niveau des urines par des bandelettes. On dit une croix, deux croix, trois croix. Je ne sais pas ce que vous avez vu ça quand vous avez fait vos stages au niveau des services. Oui, C'est les bandelettes urinaires. Mais le problème, c'est que ces bandelettes urinaires, elles sont sensibles à la plupart des protéines, mais particulièrement à l'albumine. D'accord? Quand on a développé les bandelettes, on les a développées pour détecter l'albumine. Elles détectent un peu les autres protéines, mais à un degré moins les gamma-globulines et les chaînes légères, elle ne peut pas détecter les chaînes légères. Donc, quand on utilise une bandelette urinaire pour rechercher des protéines au niveau des urines, si ce sont des protéines de Bence-Jones, ça veut dire des chaînes légères, donc la bandelette, elle va revenir négative ou bien légèrement positive, ce qui n'est pas significatif. Mais si on fait un dosage, le dosage au niveau du laboratoire par une technique et tout, là, les dosages, ils peuvent doser toutes les protéines. Donc là, on va trouver un tout positif. Donc la discordance entre le tout positif fait au niveau du dosage, au niveau du laboratoire,
Et le résultat négatif au niveau de la bandelette, c'est-à-dire, on va penser à quoi? Que ça existe une protéine qui n'est pas détectée par les bandelettes. Ces protéines-là, c'est les protéines de Bence-Jones. Pendant longtemps, on a utilisé ce principe pour rechercher les protéines de Bence-Jones. Jusqu'à les années 2000, on a utilisé toujours ce principe, même si ça revient à 1848, c'est-à-dire ça a resté un siècle ou plus, on recherchait les protéines de Bence-Jones par cette méthode. Après maintenant, donc heureusement, on a développé, il y a des techniques qui dosent directement les chaînes légères. Donc on n'a pas besoin de faire le détour et des déductions pour voir est-ce qu'il y a des protéines. On fait directement soit une électrophorèse des protéines urinaires ou bien un dosage direct des chaînes légères urinaires. Donc, selon l'histoire, donc c'est le premier marqueur tumoral qui a été utilisé. Après, évidemment, les autres marqueurs qui sont utilisés dans le cadre d'exploration des tumeurs, donc avant 1970, donc il y avait la LDH par exemple, certains paramètres spécifiques comme le CEA, le marqueur PAP, le marqueur ACG. On va voir après la définition de quelques-uns. Dans ces marqueurs-là avant 1970, donc par exemple la LDH est un marqueur qui est non spécifique. Ce n'est pas un marqueur spécifique parce que la LDH. Pourquoi, à votre avis, parmi les premiers marqueurs utilisés comme marqueur tumoral, la LDH? La LDH, c'est quoi comme enzyme? C'est la lactate? Lactate? Vous êtes là ou bien le cours... Vous êtes là? Oui, on est là. C'est quoi la LDH? C'est la lactate déshydrogénase. Non. Elle est utilisée pour transformer le pyruvate en lactate. Donc, pourquoi elle augmente? Parce que la cellule cancéreuse, qu'est-ce qu'on a dit? Elle emprunte une voie. Qu'est-ce que je viens d'expliquer ici en cancéreuse? Aérobique. Anaérobique. C'est pour ça la LDH, elle augmente dans c'est-à-dire les affections cancéreuses. Mais le problème, c'est un paramètre non spécifique parce que toute situation qui augmente un métabolisme anaérobique fait augmenter la LDH. La LDH, c'est une enzyme musculaire. Toute activité musculaire, elle peut libérer de la LDH. La LDH aussi, elle peut avoir une origine hépatique. Donc, il y a des problèmes hépatiques qui peuvent augmenter la LDH. Une hémolyse du tube de prélèvement, donc, libère le contenu intra-érythrocytaire, ça augmente la LDH. C'est un paramètre non spécifique, mais qui garde son utilité jusqu'aujourd'hui. Mais on va voir dans quel cadre elle est utilisée. Après, il y avait petit à petit, depuis 1970 à ce jour, donc à chaque fois, il y a des nouveaux marqueurs qui sont proposés, certains sont utilisés, d'autres sont utilisés pour une période, après ils ont été abandonnés parce qu'ils ont été remplacés par d'autres marqueurs qui sont meilleurs. D'accord? Donc, on verra une définition de quelques-uns parce que la totalité, elle est vraiment, la liste, elle est très longue. Donc là, l'abréviation, les marqueurs tumoraux, tellement, l'abréviation, elle est un peu, c'est pas comme par exemple, tu prends la glycémie, c'est de la glycémie, tu dis glycémie, c'est facile de comprendre, c'est-à-dire tu l'utilises pour quel objectif, tu prends un taux de protéines total, c'est facile. Mais l'abréviation, les marqueurs tumoraux, généralement, ils sont utilisés en abréviation parce que c'est pas des termes complets, c'est des abréviations qui signifie généralement l'origine ou bien la définition du marqueur. Par exemple, je prends ACE. C'est quoi ACE? C'est antigène carcino-embryonnaire. C'est un antigène qu'on retrouve qui est très fréquent au niveau des cellules embryonnaires. C'est normal parce que les cellules fétales, elles sont caractérisées par quoi? C'est des cellules très jeunes. D'accord? À peu près donc l'expression, les molécules, les antigènes qui sont exprimés à la surface des cellules embryonnaires, on retrouve beaucoup qui sont en commun avec certaines cellules cancéreuses. Parce que la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui se rajeunit,
qui acquérit certaines particularités d'une cellule jeune, d'une cellule souche. D'accord? Donc, l'ACE, donc, c'est un antigène carcino-embryonnaire. C'est-à-dire, si je dose cet ACE, par exemple, dans le liquide amniotique, je le trouve élevé parce que le fœtus, il utilise des cellules et elle le libère d'une façon normale, physiologique. Parce que c'est un antigène qui est utilisé dans la prolifération et la croissance cellulaire. Mais à l'âge adulte, après la naissance et tout, les concentrations de l'ACE, elles diminuent jusqu'à effondrement. Donc, chez un sujet adulte, je peux trouver un taux nul d'ACE parce que sur le plan croissance, la croissance, elle est vraiment très limitée. Vous avez la CTH, vous connaissez la CTH, donc c'est un peptide hypophysaire. La DH aussi, vous connaissez. L'alpha-fhétoprotéine, c'est le même degré que l'ACE. Donc, c'est un antigène, c'est une protéine, un antigène qui est libéré par les cellules fœtales. Donc, le CA, la famille CA, donc il y a beaucoup d'antigènes de la famille CA. C'est les cancers antigènes, c'est des antigènes qui sont exprimés par des cellules cancéreuses. Après, on verra après, donc ça va venir après, on leur donne des numéros selon leur découverte et tout. Donc, vous avez par exemple le CA199, le CA125, le CA. Donc, on verra après la liste après. Et la liste, je ne vais pas lire tous les marqueurs. Donc, chaque marqueur, c'est une abréviation qui, en lisant le détail de l'abréviation, donc vous allez comprendre le rôle du marqueur. La classification, si on vient maintenant à classer ces marqueurs tumoraux, donc on peut les classer selon deux classifications. Vous avez les marqueurs qui sont tissulaires et les marqueurs qui sont exprimés et excrétés par les cellules. Les marqueurs tissulaires, à vrai dire en biologie médicale, ça ne nous intéresse pas trop. Donc les marqueurs tissulaires, c'est les marqueurs utilisés dans quelle spécialité? L'anapath. L'anapath, exact. Parce qu'on travaille au niveau cellulaire. Donc, il nécessite d'ailleurs l'extraction de la molécule à partir de la tumeur pour diagnostiquer et typer la tumeur. Il peut être génomique, des marqueurs cellulaires, des marqueurs de prolifération, des marqueurs oncogéniques. Je vous donne un exemple, par exemple, le récepteur HER2. C'est un récepteur qui est utilisé dans la recherche, dans le typage de cancer de sein. Parce que ce récepteur, il existe, ça veut dire que la patiente, elle peut répondre à l'hormonothérapie par rapport, d'accord? Donc, ça aide vraiment dans la conduite à tenir après thérapeutique. Donc, elle dépend de l'analyse anatomopathologique de la pièce, de la pièce tissulaire, parce que ça va nous donner déjà l'aspect, le stade de la tumeur, en même temps, les récepteurs, les marqueurs tissulaires exprimés. Et selon ces marqueurs tissulaires exprimés, on peut être guidé vers quel protocole thérapeutique est adapté pour cette patiente. Enfin, en général, chez le patient. Les marqueurs qui sont en utilisant en biologie médicale, ce sont les marqueurs exprimés et sécrétés par la tumeur. D'accord? Et sécrétés, ça veut dire qu'on va les retrouver dans les liquides biologiques, à savoir le sang. D'accord? Et ces marqueurs-là, on les classe en deux familles, en deux groupes. Vous avez les marqueurs qui sont sécrétés par la tumeur elle-même, par la cellule tumorale. C'est la majorité d'ailleurs des marqueurs tumoraux d'intérêt, donc qui ont un intérêt clinique avéré. Je commence par la deuxième, après je reviens à la première. La deuxième famille, c'est les marqueurs tumoraux qui sont témoins d'une réaction de l'hôte à l'envahissement tumoral. Ça veut dire que ce n'est pas la cellule tumorale qui le sécrète, mais ce sont les cellules avoisinantes ou bien d'autres cellules d'un autre organe qui va sécréter ce marqueur-là en excès en réponse à la présence de la tumeur. Et d'ailleurs, ce sont des marqueurs qui sont non spécifiques. Donc, par exemple, c'est des marqueurs non spécifiques, puisque ce n'est pas la cellule tumorale elle-même qui le sécrète. Je prends par exemple la ferritine. Donc la ferritine,
Si, par exemple, l'environnement tumoral, il crée une inflammation, l'inflammation, elle va augmenter la ferritine. D'accord? Ou bien, si l'environnement tissulaire, tumoral, il consomme beaucoup de fer, donc on va avoir une baisse de la ferritine. La thyroglobuline, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est des marqueurs qui sont généralement les protéines inflammatoires, les marqueurs viraux associés à la prolifération. Donc tout ça, c'est des marqueurs qui sont dus à la réaction de l'hôte à l'envahissement tumoral. Mais les marqueurs qui sont spécifiques, qui ont un intérêt plus important, ce sont ceux qui sont sécrétés par la cellule tumorale elle-même. On les a classés par rapport à la structure, c'est-à-dire ceux qui partagent la même structure. On commence par les glycoprotéines membranaires ou bien sécrétées, c'est-à-dire elles étaient, à vrai dire, elles sont membranaires après sécrétées. Elles sont sécrétées comment? À vrai dire, c'est la régénération. Quand il y a une régénération cellulaire, donc les protéines membranaires ou bien les antigènes membranaires, elles sont détachées. On va retrouver une partie dans le... Je reviens dans 2 minutes. Je vais voir juste ce qui m'appelle. سمحتي هو قد البوم يكون l'unité digestive. Normalement, c'est le premier cours qui est censé être fait des l'unité Guinée, mais à la base, vu qu'on n'a pas fait tous les cours des l'unité avant, donc on a fait 2 cours à Guinée avec le docteur Tahmani. Bah, Guinée, c'est le premier de l'unité Guinée, mais vous allez remettre de nous gagner en général. D'accord, merci. Je t'en prie.
Pardon, je reprends. Vous êtes là? On continue? Pardon, vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, j'ai dit, vous avez les glycoprotéines membranaires ou sécrétées. Donc, vous avez les mucines, c'est la famille CA. CA, ça veut dire quoi? Carbohydrates antigènes. C'est des antigènes. Donc, Oui, j'ai pas compris les glycoprotéines membranaires, ce que vous aviez dit au début. les J'ai pas saisi. glycoprotéines membranaires, ça veut dire c'est les cellules tumorales. Donc, à la membrane, il y a des glycoprotéines. Vous connaissez c'est quoi glycoprotéines? C'est des protéines avec une chaîne glucidique. Vous Oui, avez, docteur. d'accord. Qui se retrouvent au niveau de la membrane. Ça s'appelle des antigènes. Pourquoi on les appelle antigènes? Parce que sur le plan immunogène, elles sont reconnues et tout. D'accord? Donc, ces glycoprotéines, donc avec la multiplication cellulaire, donc le renouvellement cellulaire, ils sont libérés. C'est-à-dire, la cellule, elle est dégradée, donc c'est logique. Donc, on va libérer le contenu cellulaire. Parmi les contenus cellulaires, donc vous avez ces contenus membranaires. Et on va retrouver ces protéines au niveau du sang. D'accord? Donc, ces protéines-là, donc, au niveau du sang, donc les cellules tumorales, elles sécrètent. À vrai dire, il n'y a pas que les cellules tumorales. Même la cellule normale, elle a ces antigènes-là. Mais une cellule normale, l'expression de ces antigènes-là, elle est vraiment très limitée. Au point, on ne retrouve presque pas la trace de ces marqueurs-là au niveau du sang. Mais la cellule tumorale, tellement elle est une masse tumorale, quand il y a une masse tumorale, il y a quand même de la quantité. Donc, on va retrouver ce marqueur important. Donc, il y a une concentration détectable et mesurable au niveau du sang. D'accord? Donc, l'exemple de ces glycomembranaires, vous avez la famille CA. La famille CA, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez déjà entendu de ces marqueurs-là, CA125, le CA15-3, le CA19-9, le CA72. Je ne sais pas ce que vous avez déjà l'habitude de voir ces marqueurs-là dans des ordonnances. D'accord? Et vous avez, après, on va voir chaque marqueur, quand on arrivera maintenant au type de cancer, on va voir chaque marqueur, il est indiqué pour telle ou telle pathologie. Donc, vous avez les molécules d'adhésion, comme l'ACE. L'ACE, on vient de le voir, c'est l'antigène carcino-embryonnaire. C'est une molécule qui joue un rôle dans l'adhésion cellulaire. Et vous avez les transporteurs, comme l'alpha-phytoprotéine. D'accord? Donc, ceux-là, ce sont des molécules, des glycoprotéines qui sont membranaires ou bien sécrétées par la cellule. Par exemple, l'alpha-phytoprotéine, elle n'est pas membranaire, elle est sécrétée. Le CA, elle est membranaire. En même temps, elle peut être sécrétée avec la dégradation. Mais l'alpha-phytoprotéine, c'est une molécule intracellulaire qui est sécrétée. Une fois, évidemment, la dégradation de la cellule et tout. Les enzymes, donc, vous avez ça, les glycoprotéines, parce qu'on les a classées par rapport à la structure. Les enzymes, donc, c'est que la cellule tumorale, elle est riche en certaines enzymes qui sont très utilisées par la cellule tumorale, comme la phosphatase acide au niveau de la tumeur prostatique, la prostate. L'enzyme, le NSE, au niveau des tumeurs hépatiques. La LDH, elle est un peu partout, c'est non spécifique dans toutes les tumeurs. Donc, l'hormone est dérivée, donc les hormones est dérivées, donc ce sont aussi des marqueurs tumoraux. Tu prends par exemple l'ACG ou bien la bêta-ACG, qui sont des marqueurs très utilisés dans les tumeurs testiculaires, un peu ovariennes. Vous avez la thyroglobuline, qui est un marqueur dans les tumeurs thyroïdiennes, les carcinomes thyroïdiens. Vous avez la thyrocalcitonine, toujours dans les tumeurs thyroïdiennes. La PTH dans les adénomes parathyroïdiens. La chromogranine A dans les tumeurs surrénaliennes, la médulo-surrénale. D'accord? Ainsi de suite. Certaines, on les a vues dans les cours précédents. Par exemple, la chromogranine A, on l'a vu l'année passée quand on a fait les phéochromocytomes et tout. La PTH, on a vu quand on a fait les adénomes, quand on a fait, pardon,
Ah, désolé, le son a été coupé, je crois. Donc, je disais quoi? Donc, j'étais où? Donc, j'ai dit, ces hormones-là, là, certains, on les a vus quand on a fait les cours en deuxième année. Donc, c'est pas la peine de s'attarder sur ça. Vous avez les molécules des cytosquelettes. Donc, à l'intérieur des cellules, vous connaissez ce qu'est un cytosquelette. Donc, certaines molécules de ce cytosquelette, comme les CEFRA et tout, les TPA, les TPS, les TATI, c'est des marqueurs tumoraux. Donc, les GAG, les aminoglycanes comme l'acide hyaluronique, est un marqueur tumoral. Les immunoglobulines monoclonales, évidemment, ça vous les connaissez bien, comme les IgG, les PK-IgG, les PK-IgM, IgA. Donc, c'est des marqueurs aussi qui sont tumoraux. Les caractéristiques d'un marqueur idéal, c'est quoi? On veut avoir un marqueur qui est très spécifique, ça veut dire que la présence du marqueur va distinguer, par exemple, une tumeur hépatique d'une tumeur pulmonaire. Un marqueur très sensible, ça veut dire que dès que la cellule tumorale, il y a la présence de la cellule tumorale, on pourra détecter le marqueur au niveau du sang. On veut avoir aussi un marqueur qui est précoce. La précocité et la sensibilité, ça va en même temps parce qu'avec la sensibilité, pourquoi généralement un marqueur qui est très sensible, c'est un marqueur qui permet un diagnostic précoce de la pathologie. Vous avez, les niveaux sont corrélés avec la tumeur. Ça veut dire avoir un taux, c'est l'exemple de la PSA, le PSA, avoir un taux de PSA à 10, avoir un taux de PSA à 100, c'est pas la même chose à 10, donc c'est les premiers stades et tout. À 100, ça veut dire que probablement, sûrement, il y a des métastases. Donc, c'est corrélé au stade de la tumeur. Un marqueur avec une demi-vie courte. Pourquoi? Parce qu'un marqueur, s'il a une demi-vie courte, ça permet de l'utiliser facilement dans le suivi thérapeutique parce que, c'est-à-dire la réponse au traitement, au protocole, ça va se voir rapidement. Mais quand un marqueur est là une demi-vie longue, donc il faut attendre toujours plusieurs jours pour voir est-ce qu'il y a amélioration suite à l'instauration du protocole thérapeutique ou pas. Évidemment, sur le plan économique, on cherche un test qui est simple, rapide et peu onéreux et que le prélèvement, il est facile. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir, il n'y a aucun marqueur qui peut rassembler toutes ces caractéristiques. Les limites constitutionnelles du marqueur tumoral actuel, donc c'est qu'il n'y a pas de spécificité d'organe ou de spécificité, parce qu'il y a la spécificité, quand je parle d'une spécificité pour un marqueur tumoral, vous avez deux types de spécificité. Vous avez la spécificité d'organe et la spécificité tumorale. L'exemple. Donc, spécificité d'organe, par exemple, c'est que le marqueur n'est sécrété que par l'organe. Je prends par exemple le PSA. L'antigène PSA, il est sécrété que par la prostate. Il n'est pas sécrété par les autres organes. Donc, il a quand même une spécificité d'organe. Mais est-ce que le PSA, il a une spécificité tumorale? La spécificité tumorale, c'est que le marqueur, il va distinguer une cellule saine d'un tissu sain, d'un tissu qui est tumoral. Donc, il y a une différence entre les deux. Par exemple, le PSA, il a une spécificité d'organe, mais n'a pas vraiment mais la spécificité tumorale, elle dépend du taux. Il a une spécificité tumorale, mais elle dépend de taux. On verra après quand on arrivera au PSA. Donc, il n'existe pas de marqueur pour tous les cancers. Il y a certains tumeurs, on n'a pas développé encore des marqueurs tumoraux. Et vous avez le taux plasmatique peut être influencé par beaucoup d'éléments indépendants de la pathologie tumorale. Ce sont les interférences. On a des interférences d'ordre analytique, d'ordre pathologique et d'ordre même physiologique. Donc tout ça, c'est les contraintes des marqueurs tumoraux. Donc, il s'agit beaucoup plus, donc on peut dire qu'il s'agit beaucoup plus de molécules dont la présence à forte concentration est associée à la tumeur probable. C'est-à-dire, quand on a, pour la plupart des marqueurs tumoraux, quand on trouve un taux très, 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 très important, c'est-à-dire
ça oriente très probablement à la présence de la tumeur. Mais le problème, quand on a des taux qui sont juste supérieurs à la norme, donc dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est difficile d'interpréter le marqueur tumoral. Attends. Les variations physiologiques des marqueurs tumoraux, vous prenez par exemple le taux de PSA, il varie énormément avec l'âge du patient. Les normes de PSA chez un sujet jeune, par exemple, c'est un taux qui est inférieur à 2, à 3. Mais chez un sujet âgé supérieur à 60 ans, il peut aller jusqu'à 6. D'accord? Parce qu'avec l'âge, qu'est-ce qui se passe avec l'âge pour la prostate? Vous n'êtes pas, vous Hypertrophie. n'avez- Exactement, il y a de l'hypertrophie. Qui dit hypertrophie? Ça veut dire quoi? Beaucoup de Augmentation du cellules. augmentation du nombre de cellules. De Et avec cellules. l'hypertrophie et la pression, parce que quand même, il y a une pression, c'est pas comme on a une glande petite et une glande grande. Donc, il y a libération de nombre d'antigènes plus important avec une prostate petite. D'accord? Donc là, c'est pour ça les normes chez un sujet âgé, jusqu'à 5 et tout, donc on peut dire que c'est presque normal. Mais chez un sujet jeune, donc généralement, on se limite jusqu'à 3,5. D'accord? Donc c'est ce qu'on dit que le taux de PSA varie en fonction de l'âge du patient. Vous avez aussi, par exemple, le CA125, c'est un marqueur ovarien. C'est un antigène, il est très exprimé au niveau des cellules ovariennes. Mais son taux, il est plus bas après la ménopause. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe après la ménopause? Atrophie des Des ovaires. Donc, une femme en reproduction, donc on va avoir des taux qui sont plus élevés qu'une femme après la ménopause. Donc, l'interprétation, heureusement que dans les normes, on met toujours à côté les normes en fonction de contexte physiologique, évidemment. Le dosage, donc là, le dosage, ça ne vous intéresse pas trop, vous. Donc, il y a une grande variabilité structurelle entre les tumeurs, donc difficulté de dosage des marqueurs et réactivité variable selon les techniques. Donc là, ce qu'il faut retenir, on ne va pas entrer dans les détails techniques de dosage des marqueurs tumoraux, mais ce qu'il faut savoir, qu'il y a plusieurs techniques qui dosent. C'est le problème avec je vous ai déjà expliqué ça peut-être avec les autres marqueurs. Je vous ai dit que quand il s'agit d'un dosage immunologique qui utilise la réaction antigène-anticorps, la variabilité technique, elle influence le taux de résultat, elle influence l'intervalle des références. D'accord? Donc, c'est pour ça, et on va voir que ces marqueurs tumoraux, donc on les utilise beaucoup dans le suivi. Donc, on compare, c'est-à-dire l'interprétation du marqueur tumoral, c'est toujours comparer le nouveau résultat par rapport à l'ancien résultat. Donc, je ne peux pas comparer un résultat, premier résultat, il a été fait par exemple à l'hôpital, deuxième résultat, il a été fait dans un laboratoire, un autre hôpital ou bien dans un autre laboratoire avec une technique totalement différente. Donc, des fois, c'est pas comparable. D'accord? Donc, l'idéal, c'est que toujours suivre avec la même technique. C'est-à-dire le patient, si il y a généralement le privé, généralement, il a la même technique, mais c'est-à-dire il n'y a pas de rupture plutôt. Mais à l'hôpital, on a beaucoup de ruptures. De ruptures, c'est normal, c'est étatique. Donc, au moins, c'est-à-dire le patient, donc le médecin traitant, il doit, c'est-à-dire à chaque fois conseiller le patient, voilà, s'il a commencé les dosages à l'hôpital et que, c'est-à-dire pour un contrôle, un numéro X, il n'y a pas de disponibilité de réactif à l'hôpital, donc il faut lui conseiller ou bien il faut qu'il demande un laboratoire qui a la même technique que l'hôpital, d'accord? Et pas une technique différente. Donc là, les valeurs prédictives positives, prédictives négatives, c'est un problème qui se rencontre beaucoup avec les marqueurs tumoraux. D'ailleurs, les seuils décisionnels qui ont été choisis pour chaque marqueur tumoral, ça a limité quand même la confusion, mais pas à 100%. Pourquoi? Parce que si on diminue le seuil, on diminue dans le seuil. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des défauts
Défaut négatif ou bien défaut positif? Défaut positif. Défaut positif. Et si on augmente dans les seuils, on augmente la spécificité, mais on va avoir défaut négatif. D'accord? On peut avoir défaut négatif. Donc, le choix de seuil, évidemment, se fait par des courbes ROC, après des études, des essais cliniques et tout, des études donc, qui ont déterminé les seuils pour chaque marqueur tumoral, mais ça reste quand même, pour les résultats qui sont proches des valeurs normales. D'ailleurs, ce que je vous ai dit. Je prends par exemple le taux de PSA. Donc, la norme, je prends un sujet qui est âgé à 50 ans, la norme de 0 jusqu'à 4. Donc, quand le seuil il est à 10, à 15, donc ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est légèrement supérieur à 4, donc il est à 5, à 6, à 7, donc là, il est positif, oui, mais est-ce qu'il est vraiment positif? Donc, il faut déjà éliminer toutes les interférences qui sont liées à l'âge, qui sont liées à d'autres facteurs. Des fois, d'ailleurs, on verra dans l'interprétation, par exemple, de PSA. Donc, c'est dans ce cadre-là, donc, pour faire la part des choses, on passe directement à une biopsie, à une étude anapathe. D'accord? Mais quand le taux il est très élevé, donc ça pose pas donc de questions. Quand le taux il est très élevé, parce qu'on est là, on est dans la vraie valeur du marqueur. Donc le taux, donc on a dit, il varie avec les techniques de dosage, les circonstances physiologiques, les situations cliniques. Est-ce que j'ai besoin de ce marqueur pour un diagnostic, pour un pronostic, pour un suivi? Je vous ai dit que ces celui-là ont été déterminés suite à l'utilisation des courbes ROC. Le prélèvement, donc on peut utiliser du sang, des urines, différents liquides du sang, de préférence à jeun. Pourquoi à jeun? C'est pas parce que l'alimentation elle va influencer directement le taux du marqueur, non. C'est par rapport à la clarté du sérum. Parce que je vous ai dit, c'est des réactions antigènes-anticorps. Quand on mange, 2 heures après avoir pris un repas, donc le sérum, il est comment? Il est riche en triglycérides, d'accord? Et ces triglycérides-là, donc ça rend le plasma ou bien le sérum un peu troublé. Et cet aspect-là, il peut gêner les réactions antigènes-anticorps. Donc c'est pour ça, toujours on préconise donc d'utiliser, d'être à jeun avant de faire un prélèvement pour le dosage des marqueurs tumoraux. Voilà. Attention au moment de prélèvement. Par exemple, on ne fait pas un prélèvement, on ne dose pas les marqueurs tumoraux au moment ou bien juste après la chimiothérapie. D'ailleurs, généralement, les malades, et les bilans pour ils sont dosés juste avant. C'est-à-dire, si le patient est là, sa séance, par exemple, le jeudi, donc il doit faire le dosage des marqueurs tumoraux 2 jours ou quelques jours avant le jeudi, pas après le jeudi. D'accord? Parce qu'après la chimiothérapie, qu'est-ce qui se passe? Les cellulaires. Les cellulaires, les marqueurs, ils vont être libérés. D'accord? Donc, on aura, c'est-à-dire une augmentation en flèche des marqueurs tumoraux. On ne dose pas les marqueurs tumoraux en cas d'intervention chirurgicale. Ça veut dire que, par exemple, on enlève le nodule, je ne vais pas doser juste après le marqueur. Pourquoi? Parce que l'intervention chirurgicale, elle fait quoi? Elle induit les cellulaires, elle induit une inflammation au niveau du tissu, et cette inflammation, elle favorise la libération des marqueurs tumoraux. Le PSA, par exemple, il est le toucher rectal, l'antigène prostatique. Donc, dans les examens, certains examens urologiques, vous faites, donc, il y a le geste, le toucher rectal. Le toucher rectal, donc, il provoque l'augmentation de l'antigène PSA. Ça veut dire si le patient, ça, on a beaucoup de problèmes avec ça. Le patient, par exemple, il consulte chez l'urologue
le dimanche, par exemple. Il lui donne un prélèvement, donc il fait un toucher rectal, il touche quelque chose, donc il suspecte une tumeur bien adénome prostatique. Il lui donne un bilan et dans le bilan, il y a le PSA. Et le malade, le lendemain, il part pour faire son bilan. Donc, on peut avoir un faux positif. Donc, fréquence des prélèvements. Donc, il faut attendre 3-4 jours. L'inflammation imposée par le toucher rectal, c'est-à-dire disparaissent. Puis, donc, on réalise un prélèvement pour dosage des marqueurs tumoraux. La fréquence de prélèvement, maintenant, c'est variable selon la tumeur, le traitement, la demi-vie du marqueur, surtout la demi-vie du marqueur. Variable selon le contexte, est-ce que c'est la surveillance, est-ce qu'elle est en phase de rémission, de récidive, et alors de la chimiothérapie. Interprétation, il faut tenir compte, donc dans l'interprétation d'un marqueur tumoral, on utilise certaines appellations. Vous avez la concentration initiale. C'est quoi la concentration initiale? C'est la toute première concentration du marqueur qui est dosée avant de commencer aucun traitement. Ça veut dire que voilà, le malade, il vient par exemple suspicion d'un cancer du sein. La patiente, elle vient suspicion d'un cancer du sein, elle fait la mammo, elle fait les radios, elle fait tout. Et on rajoute évidemment le dosage des marqueurs biologiques. Donc, avant d'entamer aucun traitement, bien une intervention, donc on fait un dosage pour voir le taux de début, le taux initial, parce que c'est celui-là la référence. Ça va devenir la concentration de référence. Après, tous les dosages après, ils vont être comparés à cette concentration initiale. D'accord? À la concentration initiale, donc c'est la concentration des références qui peut refléter l'extension de la tumeur et même influencer les décisions thérapeutiques. Parce que le deuxième dosage qui va se faire après 3 semaines, ou bien ça dépend 4 semaines après, ou bien quelques 2-3 mois, ça dépend le contexte. Donc, s'il augmente, donc il augmente par rapport à la première. On va voir pourquoi on utilise ça. Parce qu'un marqueur tumoral, c'est pas vraiment... c'est par le manque de spécificité qu'on utilise la cinétique. On utilise la cinétique pour augmenter la spécificité du marqueur. Donc, la demi-vie apparente, c'est quoi la demi-vie? Elle reflète la sensibilité de la tumeur au traitement. Elle reflète la demi-vie. Viens. Donc, je reviens. Donc, je disais la demi-vie apparente, donc elle reflète la sensibilité de la tumeur au traitement et l'efficacité thérapeutique. La demi-vie, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le temps pour que le marqueur diminue de moitié. La concentration de marqueur diminue de moitié. Juste une minute. Pardon, Anya. Désolée. Donc, vous avez le nadir. C'est quoi le nadir? Le nadir, c'est la concentration la plus basse mesurée sous le traitement. Ça veut dire que le patient il est mis sous traitement. Quelle est la concentration la plus basse obtenue durant le traitement? Parce que généralement, même si avec le traitement, on n'arrive pas à avoir une concentration inférieure à la concentration initiale. C'est-à-dire, c'est rare de... Enfin, ça dépend des protocoles, sauf si, par exemple, c'est chirurgical, ablation de la glande ou de tissu, on peut quand même des fois avoir un taux indétectable. Mais des fois, c'est-à-dire, on a un taux qui est très bas, mais qui est supérieur à la valeur initiale.
Donc, on l'appelle ça, c'est la concentration nadir, c'est-à-dire c'est la plus petite concentration qui est obtenue durant la thérapeutique. Elle peut être égale à la concentration initiale, elle peut être un peu supérieure, elle peut être même inférieure à la concentration initiale. Par exemple, je prends, c'est l'intervention, c'est-à-dire le traitement, il est basé par une ablation chirurgicale de la glande. Donc, je vais avoir quoi comme taux de l'antigène s'il n'y a pas évidemment de métastase? Je vais avoir quoi? Il y aura taux des qui est il y aura un indétectable. Il y aura un taux, il n'y a pas de la glande, donc il n'y a pas d'antigène, d'accord? Donc il y aura un taux indétectable, alors que le patient normal, je prends par exemple le PSA. Le patient normal, il peut avoir un taux de 2, mais il a présenté un adénome, donc comme protocole thérapeutique, c'était un adénome localisé, donc ils ont opté pour une ablation chirurgicale de la prostate, d'accord? Donc, ils ont enlevé la prostate. Le résultat, c'est quoi? C'est que pas de prostate, pas de PSA. Donc, le patient, après, il doit avoir, s'il n'y a pas de métastase, c'est-à-dire si vraiment c'est un adénome localisé, donc à chaque contrôle, après l'intervention, on va avoir quel taux de PSA? Nul. Nul, indétectable. D'ailleurs, on fait 0, c'est-à-dire c'est indétectable. D'accord? Inférieur à Docteur, quelque chose. Oui. si on a un taux de PSA on va détecter une valeur de PSA, cela signifie qu'on a une métastase, on a un foyer Une tumoral métastase. ailleurs. Oui, il y a des D'accord. cellules ailleurs. Voilà, ça veut dire qu'il y a une localisation secondaire. Et c'est un mauvais signe, D'accord. évidemment. C'est un mauvais signe. Donc, le taux de doublement, c'est quoi? C'est le taux de doublement du marqueur. Ça veut dire le marqueur, il double de concentration à combien? Ça diffère d'un patient à un autre. Et ça, c'est un critère de gravité. Pourquoi? Il y a un patient, le marqueur entre le dosage 1 et le dosage 2, dans l'intervalle, c'est 3 semaines, le marqueur a doublé une fois. C'est-à-dire, il était par exemple à 10 et il était à 10. Après le deuxième contrôle, il est devenu 20. Le deuxième patient, donc, il a doublé 2 fois. Ça veut dire que on trouve un taux de 40. Donc, quel est le patient qui présente une situation plus grave? C'est celui qui présente un doublement 2 fois. D'accord? Donc, c'est-à-dire c'est lié à la sévérité, à la sévérité, à la sévérité du stade. L'intérêt, maintenant, intérêt de dosage des marqueurs tumoraux. Les marqueurs tumoraux, donc, ils peuvent avoir un intérêt de dépistage, un intérêt de diagnostic, un intérêt de suivi thérapeutique, d'accord, et un intérêt pronostic. On va voir est-ce que tous les marqueurs tumoraux partagent tous ces intérêts ou bien donc il y en a ceux qui ont certains et pas la totalité. Je commence par le dépistage. C'est quoi le dépistage? Le dépistage, c'est de pouvoir détecter c'est-à-dire la présence de la tumeur à tous ses premiers stades. Des fois même avant l'expression clinique de la pathologie. C'est ce qu'on appelle le dépistage. D'accord? Donc, dépister, c'est détecter détection de celui-ci avant l'apparition de tout signe clinique, c'est-à-dire avant même les signes cliniques. Par exemple, il y a dans la famille, par exemple, il y a quelqu'un qui a présenté un cancer du sein, par exemple, et que toutes les femmes apparentes à la femme qui a présenté un cancer du sein vont se dépister pour voir est-ce qu'elles n'ont pas commencé à avoir, c'est-à-dire elles n'ont pas le risque d'avoir le développement du cancer du sein. D'accord? Et tellement, donc, pour avoir un marqueur qui va assurer le dépistage, donc il faut déjà avoir un marqueur très sensible, très précoce, d'accord? Et aussi spécifique. Et c'est vraiment très rare les marqueurs qui partagent ces caractéristiques. Il y en a que quelques-uns, à savoir l'alpha-fétoprotéine. L'alpha-fétoprotéine, elle est très utilisée pour dépister le cancer du foie. L'alpha-fétoprotéine, il faut savoir, donc c'est un marqueur tumoral non spécifique. Il peut être demandé dans beaucoup de tumeurs, mais pour le côté dépistage, donc il a son importance en cas du cancer du foie.
donc les carcinomes hépatocellulaires, chez les sujets à risque. Par exemple, quelqu'un qui a présenté une hépatite B ou bien une hépatite C, vous connaissez que ce genre d'hépatite, ou bien les cirrhoses, quelle que soit l'origine de la cirrhose, ils ont tous un risque de développer un cancer du foie. Donc, le fait de doser l'alpha-fétoprotéine, avant même d'avoir le cancer du foie, si le taux d'alpha-fétoprotéine augmente, ça veut dire que le sujet, c'est-à-dire, il peut avancer vers les stades supérieurs du cancer du foie. Vous avez le deuxième marqueur qui présente un intérêt de dépistage, vous avez la calcitonine. La calcitonine, c'est pour les cancers médulaires de la thyroïde. Donc, d'ailleurs, c'est des cancers familiaux généralement, les cancers médulaires, les CMT, on les appelle les CMT, c'est des cancers familiaux, c'est des mutations génétiques généralement qui se propagent au niveau de la famille. Donc, quand il y a un cas dans la famille qui présente ce taux de calcitonine élevé, plutôt qui présente un CMT, un cancer médulaire de la thyroïde, donc les autres membres de la famille, ils peuvent doser la calcitonine, des fois aussi appelée thyrocalcitonine, voilà, pour voir est-ce que vraiment ils sont, même s'ils n'ont pas les signes cliniques, est-ce qu'ils ont quand même des taux élevés qui dit qu'ils commencent à faire, c'est le tout premier stade, et parce que ça aide vraiment un marqueur de dépistage, parce qu'en cancérologie, plus on agit rapidement, plus, c'est-à-dire, on a des résultats. Pourquoi? Quand on détecte le cancer à un stade très précoce, ça veut dire qu'il est localisé, il n'est pas métastasié. Et quand c'est localisé, généralement, c'est des interventions, c'est-à-dire dans le protocole thérapeutique, généralement c'est chirurgical, on enlève la masse ou bien des radiothérapies ciblées. Donc, c'est-à-dire, ça ne se propage pas. Mais le problème, quand on diagnostique à des stades tardifs, donc le cancer il est un peu partout, donc c'est tous les protocoles thérapeutiques qui sont insuffisants pour éradiquer définitivement le cancer. Vous avez la CG par exemple dans les cancers, dans les mutations testiculaires plutôt. Le dépistage individuel, donc le PSA, il est très utilisé pour le dépistage du cancer de la prostate. D'accord? Le PSA, donc comment il est interprété? Le PSA, je vous ai dit que son taux, c'est-à-dire pour un âge adulte normal, c'est inférieur à 4. Donc, comment il est utilisé pour le dépistage? Quand il est supérieur à 10, généralement, il y a des signes cliniques à côté. Même s'il n'y a pas de signes cliniques supérieurs à 10, généralement, c'est très en faveur d'un cancer. Mais quand il est entre 4 et 10, quand il est inférieur à 4, donc c'est négatif. Quand entre 4 et 10, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que soit c'est un cancer débutant, soit c'est juste une hypertrophie. Parce que même l'hypertrophie bénigne de la prostate, elle fait augmenter un peu le PSA et on peut retrouver des taux entre 4 et 10. Donc, entre 4 et 10, donc généralement, c'est l'anapathe qui fait c'est la ponction, il faut ponctionner. Après étude d'anapathe de tissu ponctionné. Donc, l'aspect des cellules donc, va dire est-ce que vraiment c'est un cancer ou bien juste des cellules normales. Donc, c'est une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, c'est très important comme dépistage. Pourquoi c'est important? Parce que la prostate, il y a un dépistage. Donc, directement, c'est-à-dire, il y a opté pour certains, soit pour certains schémas hormonaux, ou bien ça dépend la masse, ça dépend de la taille de la masse retrouvée, donc directement vers l'ablation, ça vraiment donne des résultats. Mais si on dépasse certains résultats, on a des PSA 50 à 100, ça veut dire qu'il y a des métastases ailleurs. Donc, même si tu enlèves la prostate, la tumeur, elle est ailleurs. Elle est localisée ailleurs, c'est bon. Donc, il y a des nouveaux marqueurs de dépistage, par exemple le HE4 dans le cancer de l'ovaire et le ProPSA dans le cancer de la prostate. Association maintenant, des fois, un marqueur, utiliser un seul marqueur, ça manque d'intérêt de dépistage. Mais des fois, quand on associe deux marqueurs, un panel, donc ça augmente l'intérêt dans le dépistage. C'est l'exemple, par exemple, quand on associe le marqueur HE4 avec le CA125, on augmente l'intérêt de dépistage.
quand on associe le pro-PSA avec le PSA, on augmente l'intérêt de dépistage. Le deuxième intérêt, donc là, c'est le dépistage. Je vous ai dit, il y a uniquement quelques marqueurs qui présentent cet intérêt de dépistage. Pour le diagnostic, ça veut dire que ça reste toujours une détection précoce, reconnaître le cancer dès les premiers signes cliniques. Donc, le dépistage, c'est avant les signes cliniques. Le diagnostic, il y a les signes cliniques. Donc, mais ces marqueurs-là, ils vont permettre un diagnostic précoce dès les premiers signes cliniques. La même chose, il y a la famille, c'est-à-dire la liste, elle est un peu plus grande que les marqueurs de dépistage, mais elle reste quand même une liste restreinte. Donc, on rajoute toujours les marqueurs de dépistage, ils sont utiles dans le diagnostic. On rajoute, qu'est-ce qu'on a ici de plus? Par exemple, la sérotonine, le 5-HIA dans les tumeurs carcinoïdes, les catécholamines dans les phéochromocytomes et tout. Donc, la chromogranine dans les cellules neuroendocrines. Donc, c'est des marqueurs qui peuvent avoir aussi un intérêt diagnostique, plus évidemment ceux de dépistage. Parce que ceux de dépistage, c'est sûr qu'ils ont un intérêt de diagnostic. Donc, on a rajouté 3 à 4 marqueurs comme marqueurs de diagnostic. La troisième utilisation, enfin intérêt des marqueurs tumoraux, c'est la valeur pronostique et prédictive. C'est quoi? Le pronostic, ça veut dire l'évolution. Est-ce que le marqueur, il peut me prédire l'évolution du cancer ou pas? Donc, le dosage de marqueur va permettre de préciser le stade évolutif du cancer, d'évaluer son pronostic pour orienter la thérapeutique, d'évaluer le bilan d'extension locale, d'extension ganglionnaire et métastatique, prendre en compte la concentration. Là, toujours, pour le pronostic, on compare les valeurs, les nouvelles valeurs aux valeurs de référence. D'accord? C'est l'exemple, par exemple, de PSA. Le PSA, il a un intérêt pronostic. Je vous ai dit un PSA. Pourquoi on dit 1? 1, c'est antigène, parce que c'est antigène, donc c'est masculin. Le PSA supérieur à 100 picogrammes par litre, c'est un signe comme quoi la personne, elle est en train de faire des métastases osseuses. Donc, elle a un intérêt pronostic. Mais il y a d'autres marqueurs, non, ils n'ont pas d'intérêt pronostic. Indicateur d'efficacité thérapeutique, c'est quoi? Ça veut dire que le marqueur, donc, il diminue après l'instauration du protocole thérapeutique. Si ablation totale d'un seul organe reproducteur, la concentration du marqueur doit être indétectable. Par exemple, le cas de PSA après prostatectomie, la thyroglobuline après thyroïdectomie, après enlèvement de la thyroïde en cas de CMT, de cancer médullaire de la thyroïde. Normalement, on doit trouver de la thyrocalcitonine, de la thyroglobuline nulle. D'accord? L'ACG après traitement d'une tumeur testiculaire. Donc ça, c'est un intérêt d'efficacité thérapeutique. Le cinquième intérêt, c'est le suivi cinétique des marqueurs tumoraux. Donc, lors du bilan initial, donc, vous avez la valeur initiale de référence qui va être comparée aux valeurs après ultérieures. Donc, il se suivi. Donc, il faut savoir en résumé que les marqueurs tumoraux, la plupart des marqueurs tumoraux, tous les marqueurs tumoraux, ils ont un intérêt de suivi. Donc, ils sont intéressants en cas de suivi. Pourquoi? Parce qu'une fois le diagnostic il est posé, soit par des techniques cliniques radiologiques et tout, c'est-à-dire le tout, c'est-à-dire toute l'exploration, elle a posé le diagnostic d'un cancer. À partir de là, l'utilisation de marqueurs tumoraux, elle est très importante pour le suivi. Parce que c'est le marqueur tumoral qui va détecter une amélioration après un traitement. C'est le marqueur tumoral qui va détecter une rechute après une guérison. C'est le marqueur tumoral qui va détecter une gravité après une stagnation dans un stade X. D'accord? Donc, ça, ils ont tous un intérêt de suivi. Mais comme on vient de voir, peu de marqueurs tumoraux ont un intérêt diagnostique ou de dépistage. Ça veut dire que la plupart des tumeurs, on ne pose pas un diagnostic suite au dosage de marqueurs tumoraux. Le diagnostic, donc, il est toujours il faut de la radiologie à côté d'exploration radiologique, évidemment clinique. Donc, le marqueur tumoral, s'il est dosé dès les premiers stades, c'est beaucoup plus pour confirmer le diagnostic et commencer le suivi. C'est après. L'intérêt du marqueur, ça vient après. C'est pour le suivi. Je commence ici. Par exemple, là, c'est
l'utilisation d'un marqueur tumoral pour une tumeur X. Donc, le taux, il était élevé, évidemment, avant, parce que il y a la tumeur. Après, donc, comme décision thérapeutique, c'est une chirurgie, c'est une ablation, ou bien enfin, soit ablation totale, ou bien juste une petite partie de l'organe. Et le marqueur tumoraux, normalement, et dans ce cadre-là, ils ont rajouté une chimiothérapie après la chirurgie. Donc, pour éliminer le reste des cellules, peut-être avec la chirurgie, ils ont laissé quelques cellules et tout. Donc, des fois, on rajoute directement quelques protocoles de chimiothérapie pour c'est-à-dire éradiquer les cellules qui restent. Ou bien, si on suspecte qu'il y a des cellules qui ont migré quelque part, on ne les a pas identifiées, on rajoute la chimio après. Et on remarque que le taux de marqueur tumoral, il diminue jusqu'à une valeur très basse. Et là, regardez, tout d'un coup, après quelques mois, je ne sais pas le temps ici, c'est en mois peut-être, donc quelques mois, donc vous avez un taux qui réaugmente. Cette augmentation, c'est un signe de Récidive. récidive, mais on l'appelle récidive biologique. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de la confirmation clinique radiologique, on parle toujours de la récidive biologique. D'accord? Il faut les autres côtés d'exploration pour confirmer comme quoi vraiment il s'agit d'une récidive. Est-ce que vous avez remarqué l'intérêt de la concentration initiale? Parce qu'on compare toujours ce taux-là au taux initial. D'accord? Parce que si je prends par exemple ici, si je vais comparer, je n'ai pas de la concentration initiale. J'ai commencé à doser le marqueur ici, par exemple. Ça va être quoi comme taux? Presque la même chose. Donc, je ne détecte rien. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une concentration avant de commencer quoi que ce soit. D'accord? Avant de commencer toute procédure thérapeutique, il faut doser le marqueur. Donc, juste après une chimiothérapie, une exérèse de la tumeur, donc il y a un effet pointe avec augmentation. Là, c'est juste après la chimiothérapie, on peut avoir un effet pointe, l'augmentation brutale. C'est normal parce que la chimio, elle va libérer les marqueurs tumoraux. Après, évidemment, ce marqueur tumoral, il va s'éliminer après 5 demi-vies. C'est pour ça que je vous ai dit, un marqueur tumoral avec une demi-vie courte, il est très intéressant qu'un marqueur tumoral avec une demi-vie longue. Parce que celui-là, il va s'éliminer rapidement juste après la chimio. Ça va me permettre de le redoser avant le suivant protocole. Parce qu'il y a des protocoles, par exemple, les protocoles sont différents. Il y a des protocoles, par exemple, de chimio qui se répètent chaque 3 semaines. Vous imaginez, on utilise un marqueur tumoral avec une demi-vie longue où le marqueur tumoral, au bout de 3 semaines, il ne s'élimine pas. Donc, je ne peux pas l'utiliser comme suivi parce qu'il y aura toujours les traces de la chimio déjà, c'est-à-dire de relargage avec la chimio. Donc, on remarque, donc, éviter de doser plusieurs marqueurs. Donc là, généralement, c'est-à-dire avant, maintenant c'est bon, c'est-à-dire ils suivent les recommandations, mais avec l'arrivée, les premières années, avec l'arrivée de tous ces marqueurs-là tumoraux, il y avait la tendance de donner toute une liste de marqueurs tumoraux, c'est-à-dire les CA120, c'est-à-dire on va retrouver tous les marqueurs dans une même ordonnance. Mais ce qui est recommandé, c'est que, c'est-à-dire, évidemment, quand on demande le dosage, déjà, on est orienté, on recherche quelle tumeur. D'accord? Soit c'est le cancer du sein, soit le cancer de la prostate, soit le cancer du côlon, c'est-à-dire, on est déjà orienté sur le plan clinique. Après, si juste il y a une confusion, par exemple, s'il s'agit du digestif, est-ce que c'est le cancer de la colonne, de l'estomac, donc là, généralement, on est obligé de demander plusieurs, 3-4 marqueurs au minimum. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Une fois, même si le premier dosage, c'est-à-dire quand on cherche la valeur de référence, on demande 4, 5, 3 marqueurs tumoraux en même temps. Parce que je ne sais pas exactement quel est le marqueur le plus sensible chez ce patient-là, mais une fois le résultat est le revenu. Donc, et que, par exemple, vous avez une tumeur digestive, vous avez demandé l'alpha-fétol, le CA19-9, la CE et tout, et qu'on a trouvé le CA19-9, il est très élevé.
et que les autres ils sont élevés, mais pas autant que le CA19-9. Ça veut dire quoi? C'est le CA19-9 qui est plus lié, qui est plus sensible à la tumeur. Donc, dans le suivi, je ne vais pas redemander le alpha-féto, la CE et tout. Dans le suivi, donc on suit avec le CA19-9. Donc, on suit avec le marqueur qui a été très positif durant le premier dosage. L'élévation non spécifique des Docteur, marqueurs. Oui, j'ai toujours pas compris pourquoi on évite de doser plusieurs marqueurs à la fois. on évite parce que déjà, parce que ça n'a pas d'intérêt pour le suivi. Est-ce que vous avez compris? Parce que, vous allez le retrouver légèrement élevé, ça perturbe. D'accord? Et sur le plan économique aussi, c'est pas bien. C'est des marqueurs chers. Pourquoi doser 4 marqueurs alors qu'un suffit? D'accord? Il D'accord. faut doser le plus positif parce que les autres, peut-être, c'est une fausse élévation. Il faut doser le plus positif. L'élévation non spécifique, après, évidemment, le médecin, il est évidemment souverain. Peut-être il suspecte qu'il y a une atteinte d'un autre organe durant c'est-à-dire, il a commencé par une tumeur, il a sauté sur une autre, surtout quand il s'agit des tumeurs digestives. Donc là, c'est objectif, évidemment, c'est justifié d'utiliser, de demander un deuxième ou bien un troisième marqueur. Donc, ça dépend le cas. Donc, élévation non spécifique, comme je vous ai dit, donc les marqueurs tumoraux, leur problème, d'ailleurs, c'est pour ça, ils ont peu d'intérêt dépistage, ils ont peu d'intérêt diagnostic. Pourquoi? C'est par rapport à ces élévations non spécifiques. Pourquoi? Parce que certaines tumeurs bénignes de l'organe, ils peuvent augmenter dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, par exemple. Donc, on peut avoir une augmentation de PSA. Vous avez la diminution du métabolisme, par exemple, dans l'insuffisance hépatocellulaire, l'insuffisance rénale. On peut avoir une diminution, dans l'insuffisance rénale, par exemple, on peut avoir une diminution de la clairance, parce que les cellules normales, je vous ai dit, elles relarguent ces marqueurs-là. Mais ces marqueurs-là, une fois dégradés et tout, ils peuvent être éliminés au niveau rénal. Mais si les reins ne font pas leur travail et que le foie aussi ne détoxifie pas, ne dégrade pas ces molécules-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'accumuler au niveau du sang. Donc, on va trouver des taux qui sont positifs. Alors que c'est juste parce que j'ai les organes qui sont dans le rôle est d'épurer, c'est-à-dire de dégrader ces molécules et les éliminer, ils sont malades. Donc, la molécule, elle s'accumule au niveau du sang. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tumeur. Vous avez, par exemple, dans les épanchements des séreuses. En cas d'épanchement, donc il y a de la pression. Cette pression-là, c'est normal. Quand on fait une pression sur quelque chose, on détache des molécules. Donc, on peut détacher ces marqueurs-là. Vous avez, par exemple, je dis le toucher rectal après le PA5, la thyroglobuline après la palpation de la thyroïde. Donc, tout ça aussi, ça peut augmenter faussement ces marqueurs-là. Voilà. Donc, vous avez les marqueurs tumoraux et insuffisance rénale chronique. Vous avez des marqueurs qui sont inchangés avec l'insuffisance rénale chronique pour le PSA, le bêta-HCG. Il y a des marqueurs qui sont utilisables, mais avec des seuils élevés en cas d'insuffisance rénale chronique, comme la CE, la CA15-3, le CEFRA, la calcitonine. Vous avez des marqueurs ayant une très grande variabilité en cas d'insuffisance rénale, comme le CA19-9. En cas de dialyse, il faut toujours opter pour doser le marqueur tumoral au début de la séance, pas après la dialyse. Avant la dialyse, qu'il faut doser le marqueur tumoral, sinon tu peux avoir des faux négatifs dans ce cas-là, parce que la dialyse, elle élimine, c'est-à-dire c'est une filtration du sang, on peut perdre les petits marqueurs par la dialyse. Donc, si on veut faire doser les marqueurs, c'est avant la séance de dialyse et pas après la séance de dialyse. Donc, quels marqueurs tumoraux pour quelle origine? Donc, on va donner quelques exemples de marqueurs tumoraux utilisés pour certaines pathologies. Vous avez par exemple, en cas des cancers concernant l'œsophage, le marqueur, toujours d'ailleurs, tellement il y a un manque de spécificité, on a toujours un marqueur principal et des marqueurs secondaires. Et quand on dit qu'on demande les premières utilisations, dosage plutôt, on demande 2-3 marqueurs, ça veut dire qu'on demande le marqueur principal plus les marqueurs secondaires.
Pourquoi? Parce que des fois, c'est comme ça, il y a une variabilité interindividuelle. Des fois, chez certaines personnes, c'est le marqueur secondaire qui va positiver, c'est pas le marqueur principal. D'accord? C'est pas tout le temps, c'est le marqueur principal qui se positive. Donc, chez les tumeurs œsophagiennes, vous avez le marqueur principal, c'est l'ACE. Le marqueur secondaire, c'est le CA19-9. Les cancers de l'estomac, le marqueur principal, le CA72-4. Le secondaire, 19-9. Le 19-9, d'ailleurs, on l'appelle le marqueur digestif, tellement il augmente presque dans toutes les tumeurs digestives. Regardez, le foie aussi, on retrouve le 19-9. Mais le foie, je vous ai dit, il y a l'alpha-fetoprotéine. Toujours, on demande l'alpha-fetoprotéine. Il est un peu quand même sensible dans les tumeurs hépatiques. Le pancréas, ça dépend le type de la tumeur. Mais on retrouve le 19-9. Regardez, le 19-9, c'est un marqueur qui est dans tout le digestif, on le demande. Je prends un autre, je ne vais pas citer tous. Je vais prendre par exemple la prostate, on a parlé, c'est le PSA. Les testicules, c'est la CG. Le sein, c'est le CA15-3 et la CE. Mais on peut demander le CA27-29. Mais c'est ces deux-là qui en demandent plus. Le CA15-3 ACE. L'ovaire, c'est 125. Quand c'est séreux, mais quand c'est germinal, c'est l'alpha-fetoprotéine et bêta-ACG. Les poumons, ça dépend le type de carcinome. Est-ce que c'est à petite cellule ou bien adénocarcinome? Donc, on demande la CE, le NSE, le chromogranine A. La thyroïde, donc si c'est médulaire, c'est la calcitonine. Si c'est différencié, c'est la thyroglobuline. Un récap? Docteur, Donc, je vous ai dit, oui. donc on peut pas, on peut pas poser le diagnostic selon ces marqueurs. Il y a certains qui ont un intérêt diagnostique, je vous ai dit. Comme le PSA, il a un intérêt diagnostique. L'alpha-fetoprotéine, elle a un intérêt diagnostique. Non, ces termes ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire, je vous ai dit que les marqueurs tumoraux, d'accord, il y a peu de marqueurs tumoraux qui ont un intérêt de dépistage. Très peu. On a cité, je crois, 3 ou 4. Il y a peu de marqueurs tumoraux qui ont un intérêt de diagnostic. Mais la totalité, ils ont un intérêt de suivi. D'accord? D'ailleurs, c'est regroupé dans ce tableau-là. Regardez, ici, c'est le dépistage. Diagnostic, pronostic, suivi thérapeutique et suivi, c'est-à-dire suivi normal. Donc là, dans le dépistage, regardez, c'est très peu. Vous avez l'alpha-fetoprotéine pour le cancer du foie, la calcitonine pour le CMT, l'ACG pour le testicule et vous avez PSA pour la prostate. Dans le diagnostic, qu'est-ce qu'on a dit? Les marqueurs de dépistage, ils ont toujours un interdiagnostic. D'ailleurs, on va les retrouver tous. Regardez, on rajoute quelques-uns. Par exemple, l'alpha-féto pour le cancer des testicules. Elle a un interdiagnostic. Par exemple, les immunoglobulines monoclonales pour le diagnostic. Ils ont un interdiagnostic, mais ils n'ont pas un intérêt de dépistage. D'accord? Pour le pronostic, quand même, la liste, elle est un peu grande parce que généralement, c'est logique. Plus il y a une tumeur plus grande, plus il y en aura un tout plus grand. Donc, beaucoup de marqueurs, ils ont un intérêt pronostic. Pour le suivi, regardez, la totalité des marqueurs tumoraux, ils ont un suivi. Parce que si un marqueur n'a pas ni intérêt de dépistage, ni diagnostic, ni pronostic, ni suivi, donc pourquoi même le citer ici? Donc, on ne va pas l'utiliser. D'accord? Ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt. Ça veut dire on n'a même pas le droit de l'étudier. D'accord? Donc, pour le suivi, ils ont tous un intérêt de suivi. Mais pour le dépistage, le diagnostic et le pronostic, c'est des degrés. Le degré le plus petit, c'est le dépistage. Très, très peu de marqueurs, ils ont un intérêt de dépistage. D'accord? Et voilà, on a fini avec ce cours-là. Donc, il nous reste, donc on arrête ici. Donc, la prochaine fois, on va faire l'exploration digestive et le foie. Et aussi, on a l'exploration du rein. C'est tout ce qu'on a normalement. Oui, docteur. Est-ce qu'ils sont inclus pour l'examen? Ben oui, pourquoi on les fait? Alors, bien sûr, on s'en fait. Même l'acide urique? L'acide urique, non. D'accord, merci docteur. Non, je l'ai
je ne l'ai pas laissé. Mais pour les 4 cours, oui. Docteur, les cours de l'unité 3, Eh, ils sont inclus. non, pour l'acide urique, vous voulez dire. C'est le seul cours de l'unité 4 qu'on a fait dans l'unité 3. Le cours du diabète et ce qu'on avait fait avec docteur. Oui, Adhmani, non. Normalement, non. Normalement, mais je vais vous confirmer. Normalement, on a décidé, normalement, non, parce qu'on n'a pas assez de points. On a beaucoup de cours pour quelques points. Donc, après, même s'ils seront inclus, on va voir. Donc, on va vous dire. Soit on va choisir. Il y a des cours qui seront inclus maintenant, d'autres dans le rattrapage. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Donc, les cours qui ne D'accord. sont pas inclus dans le... Est-ce que Voilà. les cours qui nous restent, on va les faire en ligne ou bien? Ça dépend. Ça dépend. Je vous ai dit, moi, les jeudis, ça ne m'arrange pas. Sauf si le jeudi matin. Si on peut faire le jeudi matin. Sinon, on va faire comme ça, par visio. On va voir. D'accord. Si on trouve une séance durant la semaine, mais apparemment, j'ai contacté la déléguée, elle m'a dit que c'est impossible. Presque c'est impossible. Vous êtes en retard dans tous les modules, apparemment. Les jeudis, franchement, je ne peux pas. À 14h, je ne peux pas. Peut-être à 15h30. Le problème à 15h30, vous, c'est un jeudi, il faut que, c'est-à-dire, vous sortez très tôt, et donc il faut visio. Si visio, je préfère ne pas faire jeudi. Parce que jeudi, visio à 15h30, c'est pas. Donc on va voir, on va essayer de s'organiser au fur et à mesure. D'accord? Il nous reste D'accord. 3 semaines, normalement. 3. Attendez, on est là, on est le dimanche. On va essayer de rajouter dans la semaine une visio peut-être, si c'est possible. Sinon, ça va être le samedi. Si c'est pas possible, on va sauter vers le samedi. Mais la semaine prochaine, je vais être plus libre. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais être plus libre. Peut-être on va faire 2 cours la semaine prochaine. Donc, votre examen, c'est pour le 4, c'est ça? Oui, mais on a l'Aïd et la semaine bloquée entre-temps, donc il faut lui enlever Donc, l'Aïd, des jours. sûrement, vous n'allez pas faire les cours en présentiel le 24, le 25, le 26, c'est ça? Peut-être le 26 et le 25, mais pas au 24 quand même. Parce qu'on est trop pressé par les cours des modules. On n'a pas que l'unité. Voilà, donc on va essayer de faire un cours le 25, sûrement le 25 en visio peut-être, voilà. Mais sinon, ça veut dire ça va nous rester presque une semaine et demie. C'est faisable, on a 3 cours, parce que j'ai pas fait les détails. C'est pour ça que j'ai préféré vous faire le cours sur le PDF que la diapo, parce que la diapo, elle est vraiment très détaillée. C'était un cours, les marqueurs tumoraux, c'était un cours que je faisais avant pour 2 séances minimum, 3 heures. D'accord, mais ici, je vous ai laissé l'essentiel, je vous ai parlé de l'essentiel. Et si vous avez des questions, vous me les posez par mail, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on va faire avec ce cours-là. Naam? On va faire le cours avec ce support-là. Tu vas l'envoyer. Oui, oui, bien sûr. Docteur Belkhaït, s'il vous plaît. Oui. On doit retenir les valeurs du tableau. Les valeurs? Du tableau. Des tableaux. Quelles valeurs? Les valeurs qui se trouvent dans les tableaux. Non. Il faut se baser sur ce que je viens d'expliquer. Je me suis basée sur les valeurs. Les valeurs, moi, enfin, il y a certaines valeurs qui sont importantes. Par exemple, je répète PSA supérieur à 100, à 100, à 100, c'est important. Mais pour les valeurs de référence, je ne vous ai jamais demandé les valeurs de référence. À chaque fois, je vous donne les normes. Mais quand c'est une valeur qui a une signification, je vous donne par exemple l'exemple du diabète. On ne vous demande pas de retenir l'intervalle 0,7 à 1,10 ou bien 1 gramme. C'est ça. Mais on vous demande de retenir le seuil 1,26. L'hémoglobine glycée, on ne vous demande pas de retenir
l'intervalle 4,5, mais c'est important de savoir qu'à 7, l'hémoglobine à 7, c'est un diabète équilibré. L'hémoglobine supérieure à 7,5, c'est déséquilibré. À 11, c'est encore très, très déséquilibré. Donc, les valeurs qui ont une signification clinique, vous êtes obligé de les retenir. D'accord? Mais les intervalles de référence, non, parce que quand vous avez comme ça le résultat, il faut réfléchir à... Vous avez fait des stages normalement, non? Des stages à l'externat. Quand vous demandez un bilan, vous recevez un bilan. Dans le bilan, il y a quoi? Il y a le résultat à côté, une valeur de référence. Donc, vous avez par exemple une glycémie à côté 0,7 indice. Donc, vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'apprendre. Mais quand même si on n'apprend pas, il faut avoir une certaine logique. Il faut savoir que voilà, la valeur de la glycémie, elle est autour de 1 gramme. C'est quand même si bête de ne pas connaître cette information. Je vous dis glycémie à 100 grammes. Et, il faut savoir que c'est une valeur aberrante, n'est-ce pas? Il faut savoir quand même la valeur, elle tourne autour de quoi? Sans apprendre le détail, le chiffre en détail. D'accord? Pourquoi je dis ça? Après la valeur clinique, toi, le résultat, tu as par exemple, tu fais une demande de la glycémie pour un patient, la glycémie, elle est à 5 grammes. D'accord. Tu ne vas pas juste interpréter, voilà, la glycémie, elle est élevée, parce que moi, je te donne l'intervalle 0,7 à 1 gramme. Tu vas interpréter quoi? La valeur, elle est élevée. N'importe qui dans la rue, je le croise, je lui donne le bilan, il peut dire ça, parce qu'il va comparer la valeur à un intervalle, il va dire, voilà, un Wagini, ça a une glycémie élevée. Mais quelqu'un qui a fait des études en médecine, il sait qu'une glycémie à N12, c'est une intolérance. Une glycémie à 1,27, il doit la refaire une deuxième fois pour la confirmer. Je ne peux pas dire que c'est un diabète juste parce que j'ai là un 1,27 et un 1,26. D'accord? Mais une glycémie à 5 grammes, directement, tu vas envoyer le patient aux urgences de l'hôpital parce que c'est une glycémie qui risque d'avoir un coma hyperosmolaire. Est-ce que vous m'avez à peu près compris comment il faut réfléchir en tant que médecin, futur médecin? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Oui, J'espère docteur. que à chaque fois, voilà, c'est-à-dire ça va s'appliquer pour tous les cours. Pour tous les cours et même pour les autres modules. C'est ça ce qu'il faut chercher c'est-à-dire à apprendre. D'accord. D'accord, je vous dis alors bonne soirée, à la prochaine, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, vous m'enverrez par mail.